Chapitre 12. Éviter l'excès de stress et bien gérer son sommeil. D'abord, d'où vient le stress émotionnel? La plupart du temps, le stress qu'une personne ressent vient de sa façon de voir ou d'interpréter les événements qu'elle a vécu ou qu'elle est appelée à vivre, très différent d'une personne à l'autre. Plusieurs facteurs peuvent s'additionner pour créer un niveau plus ou moins élevé de stress. Parmi ces facteurs, on peut mentionner, pour commencer, le degré de contrôle sur la situation. Plus on contrôle les situations, moins on est stressé en général, et moins on contrôle une situation, plus le stress peut augmenter. Deuxième facteur, le fait que l'événement qui va se produire est certain ou incertain. Donc, plus l'événement à venir est imprévisible, plus le stress peut augmenter. Troisième facteur, la nouveauté de la situation. Quand on connaît une situation parce qu'on l'a déjà vécue, on sait comment faire, comment réagir. Donc, le fait de ne pas savoir comment se préparer à un événement parce qu'on ne l'a jamais vécu, ça augmente en général le stress lié à l'événement. Dernier facteur, même si la liste n'est pas complète, la gravité de la menace pour l'ego. Autrement dit, est-ce que si je rate mon coup lors de l'événement, est-ce que c'est grave? Est-ce que j'ai beaucoup à perdre? Que vont penser les autres de mon échec, de mon demi-échec ou de mon succès? Le stress a des conséquences importantes sur la santé. On a déjà dit qu'il y avait 6 aspects à la santé. Donc, on va parler ici de la santé physique pour commencer. Les effets à moyen terme sont habituellement des raideurs musculaires. Souvent, ça va être au niveau du cou ou des épaules. Pour certaines personnes, le stress va créer des maux de tête. Pour d'autres personnes, le stress peut créer de légers tremblements. D'autres encore vont subir des problèmes de digestion. Par exemple, les ulcères d'estomac sont justement des problèmes de digestion. Une autre conséquence possible, c'est l'affaiblissement léger du système immunitaire. C'est d'attraper des virus plus facilement, donc d'avoir des infections de façon plus fréquente, exemple des rhumes. Pour d'autres personnes, le stress peut provoquer des problèmes de peau, par exemple le psoriasis. Les effets du stress à long terme sont l'augmentation du risque d'avoir des problèmes musculo-squelettiques. Là, on peut parler de raideur assez généralisée au niveau lombaire, par exemple. Augmentation du risque aussi d'avoir des maladies cardiovasculaires, par exemple l'hypertension. Et augmentation des risques de développer le diabète de type 2. Les conséquences du stress sur la santé mentale. À moyen terme, on peut parler d'une baisse de concentration. Quand on est stressé, ça influence la concentration. Elle va diminuer, elle peut diminuer. Baisse de l'estime de soi. À plus long terme, le fait d'endurer, si on veut, un stress à plus long terme, ce que ça fait, c'est que ça va augmenter les tentations de faire de la compensation. Par exemple, de grignoter davantage, de manger plus de façon générale. Ça peut être de commencer à fumer ou de fumer plus. Donc, on peut compenser en prenant de l'alcool. Ça peut être en prenant des drogues. Ça peut être également en prenant des médicaments. Parfois, c'est un mélange de ces différentes choses. Ça crée une tentation de compenser par quelque chose. À long terme, l'effet du stress non canalisé augmente les risques de développer un état dépressif et éventuellement de faire une dépression. Les conséquences du stress sur la santé émotionnelle à moyen terme. L'humeur va être instable, donc la personne peut être irritable. Ensuite, une personne peut se fâcher plus facilement, peut devenir colérique. Une personne stressée va être souvent plus impulsive. Donc, on voit que tout ça, c'est relié à l'humeur. Donc, la personne peut aussi parfois vivre des petites périodes de déprime. On ne parle pas de dépression, mais plutôt de période de déprime, donc d'humeur plus maussade. À plus long terme, par contre, les conséquences du stress sur la santé émotionnelle vont beaucoup s'observer lors des relations interpersonnelles avec les autres. Donc, on va avoir des relations souvent qui sont plus tendues, plus difficiles. Alors, c'est très important de bien gérer son stress. Il faut savoir quoi faire quand on veut évacuer
une certaine quantité de stress. Pourquoi je voudrais évacuer du stress? En étant moins stressé de façon générale, tu vas sentir que tu as un meilleur contrôle sur les événements. Ça favorise un bon sommeil, un sommeil de meilleure qualité, donc plus réparateur. Ça évite de faire de la compensation en faisant des abus, comme on l'a vu tout à l'heure, donc soit avec de l'alcool, le tabac, la nourriture. Une bonne gestion de stress, ça permet de conserver la résistance du système immunitaire, donc de se protéger de certaines infections, par exemple. Et ça permet aussi de réduire les risques de maladies, et les maladies étant quand même des conséquences à plus long terme d'un stress qui n'est pas géré de façon suffisante. Comment faire pour bien gérer son stress? Alors ça, c'est une stratégie super importante à retenir. La première étape, c'est identifier les situations qui sont stressantes. Donc, il faut faire une réflexion, réfléchir, qu'est-ce que je vis qui me cause du stress? Ceci trouvé, si on est possible d'éviter de vivre ces situations-là, c'est l'idéal. On se débarrasse de ces situations-là, elles sont inutiles, elles sont stressantes. Donc, on les fait disparaître. C'est pas toujours possible. Si c'est possible, c'est la meilleure chose à faire, c'est ça. Si c'est pas possible d'éviter une situation qui est stressante, ce qu'il faut faire, c'est dédramatiser la situation. Donc, être plus optimiste par rapport à ce qui va se passer, rester positif, enlever les lunettes grises, les remplacer par des lunettes plus roses. Évidemment, si on mange bien, si on a une bonne alimentation, ça va aider un peu à bien gérer le stress, avoir un bon entourage, les parents, les amis, à qui on peut parler, à qui on peut se confier. C'est sûr que c'est un élément qui peut aider à bien gérer le stress. Ce qu'on doit faire aussi, c'est utiliser des chasse-stress, c'est-à-dire faire de l'activité physique. Je dirais que toutes les activités physiques sont bonnes. Qu'est-ce qu'un chasse-stress? On peut dire qu'il y a deux catégories. La première, c'est l'activité physique. Alors, la meilleure façon de chasser le stress, c'est de faire de l'activité physique. Ça peut être un entraînement qui est soit cardio, soit musculaire, soit une combinaison des deux. Ça peut être de s'adonner à un sport, tennis, hockey, vélo, danse. Ça peut être du golf, du ski de fond, du patin. Dès qu'on bouge un peu, ça permet déjà d'évacuer un peu de stress. L'autre catégorie de chasse-stress sont les techniques de relaxation. Par exemple, la technique de Jacobson. On se couche sur le dos, on contracte un groupe musculaire, on le relâche, on contracte un autre groupe musculaire, on relâche, et comme ça, on reste concentré sur nos sensations de contraction et de relâchement. Ça permet de relaxer. La respiration abdominale, dans laquelle, plutôt que d'inspirer avec le haut de la poitrine, on inspire par le ventre. Le yoga, où on fait des exercices d'étirement et d'endurance musculaire. La méditation, où on s'installe dans un endroit tranquille et on se concentre sur le moment présent. Le Tai Chi Chuan, dans lequel on fait une séquence de mouvements en lenteur, en restant concentré sur les mouvements qu'on fait pour être précis, etc., etc. Les avantages d'un sommeil réparateur. On peut mentionner pour commencer le lien important qui existe entre le stress et le sommeil. Avec un sommeil de meilleure qualité, on a moins de stress et évidemment, il y a moins de conséquences néfastes. Augmentation de la vigilance. Donc, une personne bien reposée est plus alerte et plus vigilante, va réagir plus vite dans toutes sortes de situations et de façon générale, son niveau de jugement va être supérieur. Un bon sommeil aussi favorise une meilleure concentration. Les personnes fatiguées ont souvent des problèmes de concentration et avec une meilleure concentration, automatiquement, on va avoir une meilleure mémoire. Donc, pour des personnes aux études comme vous, quand on veut faire des apprentissages, ça prend une bonne concentration, une bonne mémoire. Donc, le sommeil, c'est vraiment important. Un bon sommeil favorise aussi habituellement une humeur plus stable, une meilleure humeur. Donc, ça diminue de façon générale l'anxiété la plupart du temps. Un bon sommeil permet aussi au corps de refaire ses réserves d'énergie puis de réparer les cellules du corps. Par exemple, après un apprentissage à l'école, actuellement, durant la nuit, durant le sommeil, le cerveau
créer des liens entre ce qu'on vient d'apprendre dans la journée et ce qu'on connaît déjà, de façon à intégrer, dans le fond, les nouvelles connaissances avec ce qui est déjà connu. Autre chose aussi, une personne qui fait un entraînement intense et qui est épuisée après son entraînement ou son sport, c'est durant la nuit que le corps répare les petits dégâts causés par l'activité physique, comme justement de réparer les cellules musculaires et refait les réserves d'énergie de façon générale. Un bon sommeil a aussi un lien direct avec la qualité du système immunitaire. Donc, plus on est reposé, plus notre système immunitaire est efficace, plus il est résistant. Donc, ça nous protège contre les infections de façon générale et contre certaines maladies. Un bon sommeil va aussi avoir un effet sur l'appétit de façon générale. Donc, par exemple, quand on est fatigué, on est plus porté à grignoter, à manger, alors que si on est bien reposé, on a un meilleur contrôle sur la faim et automatiquement, on a moins de risques de trop manger ou de trop grignoter, donc moins de risques d'obésité à la longue. Finalement, en dernier avantage, un bon sommeil va permettre d'éviter d'avoir des périodes de somnolence durant la journée, que ce soit au volant, que ce soit à l'école ou ailleurs. Donc, quand on est bien reposé, on n'a pas besoin de dormir durant la journée. Des trucs pour un meilleur sommeil. Le premier truc qu'on peut donner pour avoir un bon sommeil, c'est d'avoir une routine assez stable pour les heures de coucher et les heures de lever. Alors, plus on va avoir tendance à se coucher et à se lever toujours aux mêmes heures, plus on va s'endormir facilement, plus le sommeil va être facile et de meilleure qualité. C'est sûr que si on se couche à toutes sortes d'heures, très variables, d'une journée à l'autre ou plusieurs fois par semaine, c'est difficile pour le sommeil en général. Deuxième truc pour favoriser un bon sommeil, c'est de faire une activité physique avec une bonne dépense d'énergie, soit le matin, soit l'après-midi, soit peut-être en début de soirée, mais en évitant de le faire en soirée ou trop près de l'heure de coucher, parce qu'à ce moment-là, ça va avoir un effet contraire. Et donc, en ayant dépensé de l'énergie, on se couche, on est plus fatigué, ça va faciliter le sommeil. Un troisième truc pour s'endormir et mieux dormir, c'est d'éviter de manger juste avant de se coucher. Donc, l'idéal, c'est de garder au moins 1h30, peut-être 2 heures pour la digestion et de ne pas se coucher avec un estomac qui est chargé. Un autre truc pour réussir à bien s'endormir, éviter les produits stimulants, par exemple le café, par exemple le chocolat, par exemple l'alcool, la cigarette, en soirée. Tous ces produits-là sont des stimulants, donc peuvent nuire au sommeil lorsque vient le temps de se coucher. Enfin, un dernier truc pour réussir à s'endormir facilement et à bien dormir, c'est de faire une activité relaxante juste avant de se coucher. Par exemple, faire de la lecture, par exemple, prendre un bain, par exemple, écouter de la musique relaxante. Donc, éviter de faire tout ce qui pourrait être contraire à la relaxation. Une activité physique avec intensité, ça va avoir l'effet contraire de la relaxation. Également, passer beaucoup de temps devant l'ordinateur juste avant de se coucher, c'est connu, ça nuit à la relaxation, donc c'est quelque chose à éviter là, juste avant de se coucher. Donc, c'est ce qui conclut le chapitre 12. Ce que vous devez faire également, c'est de remplir le bilan 3 sur le niveau de stress. Donc, c'est dans un document que je vous ai donné lors du premier cours, la première semaine. C'est un questionnaire à remplir qui va vous aider d'ailleurs quand vous allez faire votre travail de fin de session à alimenter votre réflexion sur votre situation personnelle en rapport avec le stress et la gestion du stress. Voilà, c'est tout pour le chapitre 12. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et bonne étude!